Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Voici les titres. Samedi 1er décembre 2018, la Côte d'Ivoire assure depuis ce jour la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et cela durant tout le mois de décembre. Une reconnaissance des efforts accomplis par le pays pour atteindre l'émergence. L'État ivoirien siège au Conseil de sécurité de l'ONU depuis le 1er janvier 2018. Ce 1er décembre également est célébrée la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année marque la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida avec pour thème « Connais ton statut ». La Côte d'Ivoire accentue la sensibilisation pour lutter contre la maladie. Le Premier ministre ivoirien Madougou Coulibaly a procédé hier vendredi à la pose de la première pierre de l'université de San Pedro. C'est la première université dans la région et cette université a une superficie de 305 hectares. Elle sera la plus grande et la plus moderne de la Côte d'Ivoire. Les drapeaux étaient en berne aux États-Unis et au Royaume-Uni ce samedi en l'honneur de George Herbert Walker Bush, 41e président des États-Unis, décédé ce vendredi au Texas. Il avait 94 ans. Il dirigea les États-Unis de 89 à 93. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Que faites-vous de vos anciens téléphones portables? Saviez-vous que ces téléphones usagés que vous délaissez ou que vous jetez dans la nature pourraient être transformés en des objets d'art? La réponse est oui. Et cette ingénieuse idée est celle d'un artiste peintre. Il est ivoirien, diplômé de l'INSAC. Désiré Kofi Mounou est avec nous. Il est peintre et avec sa peinture et avec son pinceau, il donne une seconde vie au vieux téléphone portable. Il utilise les claviers et les écrans pour faire des chefs-d'œuvre qui plaisent. Désiré Mounou est notre invité de la page culture de ce samedi. Bienvenue Désiré. Bonjour. Alors, vous réalisez des chefs-d'œuvre avec des claviers, des téléphones. C'est inédit. Oui, en fait, ma particularité, c'est que je réalise des tableaux avec des vieux téléphones portables que je recycle. Donc, en un mot, je suis un artiste recycleur. Et vous nous en direz davantage justement sur votre métier, ce métier qui vous passionne. Ce sera dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure. Désiré Mounou. À tout à l'heure. Merci. Nous sommes le 1er décembre 2018 et c'est à partir de ce samedi que la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, tout le mois de décembre, notre pays, la Côte d'Ivoire, va assurer la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Une reconnaissance des efforts accomplis par l'État ivoirien pour atteindre l'émergence. La Côte d'Ivoire est un pays dont la voix compte désormais sur l'échiquier international. Élu membre non permanent de l'organe onusien en juin 2017, le pays siège au Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2018. Je vous propose d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais vous exprimer la gratitude du peuple ivoirien pour la grande mobilisation de vos pays qui a porté la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Cette élection témoigne de votre soutien à l'engagement constant de mon pays en faveur de la paix et du dialogue. Elle est aussi un appel à partager avec vous et avec le monde notre expérience en matière de gestion de sortie de crise et de coopération efficace avec les Nations Unies, comme le prouve le succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Les leçons de cette opération de paix, reconnue par tous, comme l'un des rares succès de notre organisation mondiale dans le domaine du maintien de la paix depuis plusieurs décennies, doivent inspirer davantage les Nations Unies et dans leur quête et leurs initiatives en faveur de la paix. C'est pourquoi, dans le cadre du mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité que vous venez de lui confier, la Côte d'Ivoire entend œuvrer à la promotion de compromis justes et pragmatiques dans le règlement des crises inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité.
Et Michel Digré, notre envoyé spécial aux États-Unis d'Amérique, nous le retrouvons et nous situons maintenant sur les enjeux et le programme de cette présidence assurée par notre pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, bonsoir à vous. Je suis à New York devant le siège de l'Organisation des Nations Unies et c'est l'un des organes de l'ONU, à savoir le Conseil de sécurité, qui sera présidé par la Côte d'Ivoire pour le mois de décembre. Il faut souligner que conformément aux priorités du mandat ivoirien, cette présidence sera axée sur le partage d'expériences, notamment en matière d'opérations de maintien de paix ainsi que sur la problématique de la stabilité et du développement économique. À cet effet, la Côte d'Ivoire organisera 2 débats de haut niveau. Un débat présidentiel prévu le 5 décembre, présidé par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le second débat sera ministériel et se tiendra le 6 décembre sous la houlette du ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Marcel Amon Tano. La Côte d'Ivoire essayera de faire adopter 3 résolutions au cours de sa présidence. La première portera sur le financement des opérations de maintien de la paix. Résolution soutenue par la Côte d'Ivoire et les 3 pays africains membres du Conseil de sécurité. La seconde résolution sur l'état de droit dans les opérations de maintien de paix est portée par la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas, de même que la 3e résolution qui concerne la réforme du secrétaire général de l'ONU, résolution baptisée Action for Peace. Voici ce que l'on peut dire pour l'heure sur les temps forts de la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU par la Côte d'Ivoire. Toute la délégation ivoirienne présente ici à New York est à pied d'œuvre pour la réussite de tous ces rendez-vous. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon Tano, est déjà sur place. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est attendu pour ce lundi 3 décembre. À vous, Abidjan. Et merci Michel Digré depuis New York. Michel, que nous retrouverons dans nos prochains journaux. Et maintenant, focus sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU fait partie des 6 principaux organes de l'Organisation des Nations Unies. Mais qu'est-ce que c'est que cette instance et comment fonctionne-t-elle surtout? Élément de réponse dans ce reportage de Sidonie Davila. Le Conseil de sécurité, l'un des 6 organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, a été créé par la Charte de l'ONU en novembre 1945. Il est composé de 15 membres, dont 5 permanents: la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. La présidence du Conseil est assurée par chacun des membres à tour de rôle pendant 1 mois, suivant l'ordre alphabétique anglais des noms des États membres. Pour ce mois de décembre, c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur. Organe exécutif des Nations Unies, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Lorsqu'il est saisi d'une plainte faisant état d'une menace contre la paix ou d'une agression, le Conseil de sécurité commence en général par inviter les parties à régler leurs différends par des moyens pacifiques, à savoir énoncer les principes auxquels devra se conformer un éventuel règlement. Envoyer une mission, nommer des envoyés spéciaux ou demander au secrétaire général d'user de ses bons offices pour parvenir à un règlement pacifique du différend. Dans certains cas, ordonner des mesures d'enquête et de médiation. Lorsqu'un différend débouche sur des hostilités, le Conseil a pour priorité de mettre fin le plus rapidement possible à celles-ci. Dans ce cas, il peut ordonner un cessez-le-feu pour éviter une aggravation d'un conflit, déployer sur le terrain des observateurs militaires ou une force de maintien de la paix afin d'aider à réduire les tensions. Si cela ne suffit pas, le Conseil peut décider de prendre des mesures d'imposition de la paix, parmi lesquelles des sanctions économiques, un embargo sur les armes, des restrictions et pénalités financières et des interdictions de voyager. La rupture des relations diplomatiques, un blocus ou des mesures collectives d'ordre militaire. Le Conseil de sécurité essaie de faire en sorte que les mesures prises frappent
surtout les responsables des politiques et pratiques condamnées par la communauté internationale. Le Conseil siège en permanence. Il peut se réunir à tout moment en cas de menace contre la paix. Chaque membre du Conseil doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'organisation à New York afin que le Conseil puisse se réunir chaque fois que le besoin se fait sentir. Voilà, et je rappelle donc que ce samedi 1er décembre 2018, la Côte d'Ivoire assure depuis ce jour la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU et cela durant tout le mois de décembre. Ce 1er décembre également est célébrée la Journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année marque la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida avec pour thème « Connais ton statut ». La première dame Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, a réagi et je cite « Cette journée est l'occasion de nous rappeler qu'il faut garder espoir et ne surtout pas baisser les bras. Le chemin est encore long, mais la lutte porte ses fruits. J'encourage nos mamans et futures mamans à se faire dépister au plus tôt et à en faire de même pour nos enfants. Car connaître son statut sérologique VIH, c'est vivre sa vie positivement. Ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. La source est de l'ONU-SIDA. Voilà, nous parlons toujours de ce 1er décembre où est célébrée la Journée mondiale de lutte contre le sida. Et je disais, cette année marque la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre la maladie avec pour thème « Connaître ton statut ». La Côte d'Ivoire accentue la sensibilisation pour venir à bout de la maladie. Astou Touré. Le 1er décembre marque la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Après 30 années d'activisme, quel bilan? La situation des personnes vivant le VIH en Côte d'Ivoire reste vraiment encore difficile, mais nous disons qu'il y a toujours espoir. Ça fait 30 ans de lutte, 30 ans d'activisme, 30 ans de rôle que nous avons joué dans la communauté pour la réponse au VIH-Sida. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est mieux de s'arrêter et voir dans quelle mesure nous avons pu avancer. Selon l'ONU-SIDA, 36,9 millions de personnes vivent avec le VIH et seulement 21,7 millions de personnes ont accès à la thérapie antirétrovirale. L'accessibilité aux soins et la stigmatisation restent les difficultés majeures des personnes vivantes avec le VIH-Sida. On ne pouvait même plus parler du VIH. Mais aujourd'hui, il y a eu des pionniers, il y a eu des personnes qui ont donné le visage humain à ce virus. En lui donnant ce visage, nous minimisons le virus. Et nous disons que c'est ensemble, nous pouvons conjuguer nos efforts afin d'atteindre les objectifs de 2030, qui est l'élimination du VIH-Sida. Les partenaires sont en train de se retirer. Après 2030, qu'est-ce que nous devenons? Le dépistage du VIH est essentiel pour étendre la couverture du traitement et s'assurer que les personnes vivant avec cette maladie puissent mener une vie productive et en bonne santé. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il est vital d'atteindre les objectifs 90-90-90. Il y a un grand progrès qui est fait. Cependant, il s'agit d'abord d'identifier au moins 90% des porteurs du VIH, au moins 90%, de pouvoir soigner également au moins 90% et d'espérer éliminer la charge virale pour les 90 autres. En Côte d'Ivoire, la moitié de la population ignore encore son statut sérologique. Et le réseau des journalistes ambassadeurs de lutte contre les maladies infectieuses entend aider à la sensibilisation. Notre mission, c'est d'accompagner les acteurs de lutte contre le sida par nos plumes, par nos écrits, dans tous les organes de presse. Le thème retenu est « Connais ton statut, fais ton test ». Je vous conduis à présent Journée nationale des chefs d'entreprise ouverte ce vendredi à San Pedro. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs chefs d'entreprise y ont pris part. Ils ont pris part à ce grand rendez-vous de partage d'expériences dédié aux entrepreneurs nationaux. Le chef du gouvernement les appelle tous à investir à San Pedro. Chef Koné. Après le succès enregistré à la première édition à Korogo, l'acte 2 des Journées nationales des entreprises, JNCE, a posé ses valises dans la ville portuaire de San Pedro. Plus de 200 chefs d'entreprise se sont vus présenter les opportunités d'affaires du deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire après Abidjan. Que nous entendons modestement, progressivement, amener le secteur privé national à toucher du doigt, sinon de la main entière, les nombreuses opportunités d'affaires que regorgent nos régions. Plateforme de partage d'expériences dédiée aux entrepreneurs nationaux,
La GNCE se propose de réunir annuellement les chefs d'entreprise dans les chefs-lieux de région afin de valoriser leur potentiel économique, mais également attirer les investissements privés pour un développement équilibré et inclusif. Partant du constat selon lequel plus de 80% des entreprises ivoiriennes sont installées à Abidjan, le défi pour nous, les acteurs que nous sommes dans cette salle, est de faire en sorte de susciter l'installation progressive d'entreprises dans nos régions. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rappelé le rôle joué par le secteur privé dans les récentes performances de l'économie ivoirienne. Le secteur privé reste et demeure l'acteur essentiel des stratégies nationales pour le développement de la Côte d'Ivoire. En effet, le taux d'investissement privé est passé de 7,3% en 2012 à 13,3% en 2015 et représentant 60% du financement du Programme national de développement pour la période 2012-2015. Ce taux, celui de 60%, est passé à environ 62% ou est projeté à 62% dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2016-2020. C'est à juste titre que le chef du gouvernement a félicité les promoteurs de ces journées qui replacent les métropoles régionales au cœur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter Mme Nadine Bla, directrice générale de Capital Connect, initiatrice et commissaire générale de ces journées, pour cette belle initiative et l'encourager à pérenniser ces assises. Amadou Gon Coulibaly a par ailleurs lancé un appel aux investisseurs. Venez investir à San Pedro. Les conditions y sont favorables. Et je puis vous assurer que le gouvernement continuera de créer ici, à San Pedro, les conditions pour que l'activité économique puisse être compétitive. Nous aurons bientôt l'occasion de revenir à San Pedro pour poser la première pierre de travaux d'extension du port de San Pedro. Avec la collaboration de nos partenaires techniques et financiers, la voirie de San Pedro est en cours d'amélioration. Tous ces éléments sont des indicateurs qui montrent que San Pedro est plein d'espoir. Il se trouve donc que la tenue de ces assises se tient à un moment totalement propice où l'environnement général de San Pedro est en train de se transformer. Venez donc investir à San Pedro. Pour cette deuxième édition des GNCE, des investisseurs venus de la Guinée équatoriale ont pris part aux ateliers et panels sur les atouts économiques de San Pedro. Des conférences, des panels, des ateliers de partage d'expériences, des visites touristiques et une cérémonie des awards meubleront ces journées qui prennent fin ce dimanche. Et notre reporter Cheikh Koné a recueilli quelques réactions après la cérémonie d'ouverture. Nous écoutons ces différentes réactions. Nous avons trouvé que c'était une plateforme importante pour la CIE pour s'adresser aux autres opérateurs économiques comme nous, mais qui ont besoin de l'énergie pour se développer. Sans énergie, vous ne pouvez pas faire grand-chose en matière d'industrialisation, en matière d'affaires. Il faut qu'ils aient, il faut qu'on leur garantisse la qualité de l'énergie qu'il faut pour que leur activité puisse se développer. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est autour de façon directe, autour de 105 à 110 entreprises qui sont installées sur le domaine portuaire, donc qui ont une activité directe liée à l'activité globale du port, mais au-delà, dans la ville de San Pedro, nous avons des nouvelles industries qui sont installées du fait de la présence du port de San Pedro. La volonté de l'État de Côte d'Ivoire de voir les productions locales, nationales, être transformées et bénéficier d'une valeur ajoutée qui soit apportée. Voilà, San Pedro devrait donc attirer plus d'investisseurs avec ses infrastructures. Ce vendredi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre de l'université de San Pedro. C'est la première université dans la région d'une superficie de 305 hectares. Elle sera la plus grande et la plus moderne de notre pays. Cheikh Koné. Fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Envol Partenariat Côte d'Ivoire, l'université de San Pedro qui sortira de terre dans les 26 prochains mois est annoncée comme le plus bel ouvrage futuriste dans le monde universitaire jamais construit en Côte d'Ivoire.
Elle sera bâtie sur une superficie de 305 hectares et va nécessiter un investissement de 95 milliards de francs CFA. Ce projet est la preuve matérielle que la Côte d'Ivoire bouge et s'inscrit dans une dynamique de plus en plus forte en matière de développement des infrastructures. L'Université de San Pedro est donc une réponse concrète au défi de désengorgement des universités publiques et constitue une avancée considérable dans la formation universitaire. En octobre 2020, dans le cadre de la première tranche des travaux, l'Université de San Pedro recevra 3 000 étudiants. À terme, elle accueillera 20 000 étudiants. Vous donnez ainsi corps à l'engagement pris par le président de la République vis-à-vis des populations de cette belle région, de leur offrir leur université. Une nouvelle université pour les enfants de Côte d'Ivoire, pour ceux de cette région en particulier. Une université technologique dédiée au développement des sciences et techniques, de la construction navale, du génie civil, des ressources halieutiques et de la pêche, ainsi que du tourisme. Pour le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, l'ouverture prochaine de l'Université de San Pedro va jeter les bases du nouveau visage de l'enseignement supérieur. Cela nous permettra d'envisager de nouvelles perspectives pour un système d'enseignement supérieur décentralisé, plus apaisé, avec une déconcentration effective des activités actuellement cumulées dans la capitale économique. Amadou Gon a par ailleurs saisi l'occasion pour inviter l'ensemble de la communauté universitaire à renoncer aux actes de violence. J'exhorte l'ensemble des populations en général et la communauté universitaire en particulier à tourner définitivement le dos à la violence et à se mettre résolument au travail. Car c'est dans la paix et la cohésion, c'est en travaillant dans la discipline que nous réussirons à bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Le chef du gouvernement a annoncé la poursuite des investissements dans la construction de nouvelles universités et l'extension de celles déjà existantes. Dans les prochaines semaines, nous allons procéder au lancement des travaux d'extension des universités de Mans, d'Aloa et Korogo. L'objectif est de faire de chaque région des pôles de compétences et de croissance au service de toute la Côte d'Ivoire. Les populations de Goroké sorties nombreuses ont salué l'avènement de cette université, surtout les retombées qu'elle induit, notamment les 3 forages inaugurés par le chef du gouvernement. Le programme de décentralisation des universités est une initiative du gouvernement ivoirien mise en place en 2014. Elle vise à accélérer le développement des investissements en milieu universitaire pour accroître la capacité d'accueil des universités publiques, mais aussi rapprocher davantage le système d'enseignement supérieur de la population cible, en dotant tous les chefs-lieux de région d'une infrastructure universitaire. La star du football brésilien Ronaldinho est depuis hier en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ce samedi au centre des échanges de la coopération ivoiro-brésilienne à travers la fondation Ronaldinho. La délégation du footballeur a fait des dons à la fondation Children of Africa, présidée par la première dame Dominique Ouattara. La fondation entend établir un partenariat avec le gouvernement ivoirien pour la lutte contre l'hépatite C et pour des activités de formation dans le secteur de la santé. Question dans ce 20h, qui organisera la CAN 2019? Les regards sont à présent tournés vers la CAF qui a retiré au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La décision a été prise hier vendredi à Accra, au Ghana. Une nouvelle procédure d'appel à candidature pour désigner un autre pays hôte est ainsi lancée par la Confédération africaine de football et des Camerounais ont réagi après l'annonce de la CAF. Une bonne décision parce que au lieu d'organiser une CAN au rabais, c'est mieux qu'on ait attribué ça à quelqu'un qui est prêt. Comme ça, le Cameroun aura le temps de s'apprêter et trouver les moyens nécessaires pour qu'on puisse organiser une CAN digne de ce nom. On sait ce qui devait arriver. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de route. Il y a un pays d'abord qui aime d'abord en guerre. Il faut organiser la CAN comment? On ne pouvait pas, les logiques sont claires. Le Cameroun ne pouvait pas organiser la CAN. Ça, c'est propre. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas des hôpitaux. Je veux tirer un coup de chapeau à Samuel Eto'o, qui s'est battu corps et âme pour que cette coupe, cette CAN soit organisée. Mais c'est une très grande déception. Le gouvernement ici, au Cameroun, nous manquons de tout.
C'est pas que nous ne manquons pas, c'est un manque de volonté. Il y a assez de moyens au Cameroun, c'est un manque de volonté. Le président Ahmed Ahmed, c'est quelqu'un qui est vraiment strict sur ses décisions. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Dès le départ, moi, je savais qu'il allait retirer la CAN. Il n'y avait rien sur ça. Donc, je suis vraiment très fier qu'on a retiré la CAN au Cameroun. Ça va vraiment faire réfléchir le gouvernement de Yaoundé. Ils vont se mettre vraiment au travail. Là, peut-être on pourra même 2021 ou 2023 d'organiser. Et je vous invite à un autre tournoi, c'est la finale de la 18e édition du tournoi de la confraternité, débuté le 3 novembre 2018. L'édition a pris fin ce samedi au stade de la haute fréquence de la RTI. C'était en présence du ministre des Sports et du DG de la RTI. Béatrice Nicole et Eliane Tiapé pour le reportage. L'équipe de la presse sportive de Côte d'Ivoire, vainqueur du tournoi de la confraternité 2018, ce samedi 1er décembre, face à la presse étrangère. Après un mot du ministre des Sports à l'endroit des acteurs des médias, le coup d'envoi de la finale du tournoi de la confraternité est donné au stade de la haute fréquence de la RTI. Entreprenante, dès les premières minutes, l'équipe de la presse sportive ouvre le score et mène 1-0. Le deuxième but survient à la 15e minute. Score 2-0. Mais la presse étrangère surprend et marque un but pour réduire le score. Et un deuxième, un autogol du défenseur Moyabi qui permet l'égalisation 2-2. 90 minutes de jeu, les deux formations sont à égalité. Seuls les tirs au but vont les départager. Un arrêt décisif de Ngamblé de la presse sportive fera de Moyabi Diabaté l'homme du match avec ce tir réussi qui conduit à la victoire de la presse sportive. L'autre défi du tournoi était de promouvoir la confraternité à travers le sport au sein de la presse, au-delà de leurs divergences et de leurs différences. Le ministre des Sports est satisfait de la forte mobilisation autour du tournoi. À travers cette compétition, les journalistes donnent l'exemple. L'exemple à la Côte d'Ivoire, que nous pouvons avoir des opinions différentes, nous pouvons avoir des rédactions différentes, mais nous ne devons jamais oublier que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Le directeur général de la RTI, qui ne ménage aucun effort pour garantir la réussite de ce tournoi, était présent. C'est la solidarité entre les différents organes de presse de Côte d'Ivoire. C'est le même métier qui est pratiqué, c'est important de pouvoir se retrouver. Les journalistes ont l'habitude de se retrouver sur les manifestations, sur les terrains. Et là, c'est bien de pouvoir passer un petit moment de détente depuis un mois dans une bonne ambiance. Le tournoi, qui a débuté le 3 novembre dernier, a pris fin ce matin. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Et dans l'actualité au niveau de l'économie, la foire sur l'inclusion financière organisée par la BCEAO se tient ici à Abidjan. C'est une plateforme d'échange entre les structures bancaires et les populations. On en sait plus avec notre reporter Francis Boifo. Cette foire se veut une plateforme d'échange entre les structures financières et les populations. Elle marque la fin de la semaine de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire organisée par la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Il s'agit là de faire en sorte que le grand public puisse avoir un contact direct avec les principaux acteurs de l'inclusion financière pour pouvoir se renseigner utilement sur les services offerts par ces acteurs et se convaincre définitivement qu'il y a intérêt à avoir accès aux services financiers et que cela est important pour eux-mêmes en tant qu'individus et que c'est important pour notre pays. Et au ministre de l'économie et des finances d'ajouter qu'il existe une corrélation entre l'inclusion financière et la croissance économique. Adama Kone est revenu sur les efforts faits par le gouvernement pour améliorer le taux d'inclusion financière. Le taux global d'utilisation des services financiers ressort à fin 2017 à 55,02% au niveau de l'Union et à 60,71% au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie des 2 États membres de notre Union qui disposent d'une stratégie nationale d'inclusion financière. Objectif visé à l'horizon 2024, favoriser l'accès à 75% de la population, y compris celles dites vulnérables ou exclues aux services financiers formels adaptés et abordables en vue de leur utilisation.
Je le disais en titre, les drapeaux étaient en berne aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni ce samedi en l'honneur de George Herbert Walker Bush, 41e président des États-Unis, décédé ce vendredi au Texas. Il avait 94 ans. Il dirigea les États-Unis de 1989 à 1993 durant la fin de la guerre froide et gagna la première guerre du Golfe. Son décès a suscité des hommages unanimes à travers le monde. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve Désiré Kofi Mounou. Je rappelle que vous êtes artiste peintre. Alors, dites-nous, d'où vous est venue l'idée de donner un nouveau souffle au clavier des téléphones usés? En fait, à la base, j'étais artiste et je ne me sentais pas vraiment contemporain. Et il fallait pour moi de trouver une technique qui allait refléter ma société actuelle. Et c'est là que l'idée de travailler avec les vieux téléphones m'est venue. D'accord. Alors, pourquoi les téléphones portables et pas autre chose? En fait, les téléphones, parce que les téléphones sont indispensables à la vie. Et on constate qu'on ne peut pas vivre sans notre téléphone et qu'on n'est pas connecté. Du coup, les jours qui vont suivre, on va chercher à acheter un nouveau téléphone. Et là, on se pose la question où se trouvent tous les vieux téléphones qu'on avait avec les touches. Et généralement, tous ces vieux téléphones se trouvent dans les décharges, dans les poubelles, dans les rues de la capitale. Et moi, ma mission première, c'est de donner une seconde vie à ces déchets électroniques. D'accord. Et donc, vous avez ciblé les téléphones. Comme vous dites que, parce qu'on n'arrive pas à nous débarrasser de nos portables, on est comme connectés. Ouais. Alors, vous voulez quoi? Il y a un message à lancer? Oui. En fait, le message, c'est simple. Nous sommes éco-responsables. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui utilisons ces vieux téléphones et c'est nous-mêmes qui rejetons encore ces vieux téléphones. Et moi, en fait, je vais recycler pour redonner une seconde vie à ces déchets électroniques. Précisément, les claviers de téléphone. Et justement, vous redonnez vie aux claviers écran tactile entassés dans les dépotoirs. Vous l'avez dit, vous en faites des œuvres d'art. On va donc découvrir ensemble ce métier qui vous passionne. C'est un reportage de Didier Nguesson. On regarde et on en discute par la suite. Clavier et écran de téléphone portable assemblés sur une toile. Mounou redonne une seconde vie à ces pièces détachées, usagées. Dans cette mosaïque, chaque élément fait corps avec les autres. Le résultat final se révèle être une œuvre artistique dont l'auteur en a seul le secret. Il aura fallu en moyenne 48 heures de travail. Des objets de récupération pour un art écologique, mais pas que. Le diplômé des Beaux-Arts de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC est également un artiste engagé. Enfants en conflit avec la loi, droit à l'éducation ou violences faites aux enfants. À travers ces thèmes qu'il aborde, Mounou jette un pavé dans la mare. Il espère, à sa manière, créer l'onde de choc et susciter la prise de conscience à travers plusieurs expositions en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Alors dites-nous, seulement dans les dépotoirs que vous collectez ces téléphones? Non, souvent je prends aussi dans la rue, dans les décharges et autres. D'accord. Alors, quand on regarde vos œuvres, votre technique emprunte à la peinture et à la mosaïque, quel nom donneriez-vous donc à votre style? Je peux dire tout simplement, c'est du Mounou, baptisé à mon propre nom. C'est du Mounou? Ouais, c'est du Mounou. Quelqu'un qui travaille avec des claviers de téléphone et des écrans tactiles. D'accord. Alors, vous êtes un produit de l'INSAC. Oui. Je l'ai déjà dit, de grands artistes ivoiriens y ont été aussi. Alors, quels sont ceux qui vous ont inspiré? Il y a plusieurs artistes et moi, on peut dire ma source d'inspiration, c'est d'abord mon cas de vie. Je ne m'inspire pas en un mot d'un artiste, mais je regarde l'œuvre d'un artiste qui a quelque chose forcément qui va me toucher et pas forcément inspiration, mais il y a un message fort où il y a quelque chose qui va me toucher et là, je vais essayer de m'appuyer dessus pour donner forme à ce que je fais. Tout vous inspire donc? Tout m'inspire. J'espère que ce studio aussi va vous inspirer dans vos toiles. Ouais, bien Alors, sûr. Vos toiles représentent des icônes, mais aussi des scènes de vie. L'une d'entre elles met d'ailleurs en scène des récentes inondations survenues ici en Côte d'Ivoire. Vous faites aussi du recyclage, vous l'avez dit. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste engagé? Oui, je suis un artiste engagé parce que ce que je fais, ça demande beaucoup de temps et de moyens parce que d'abord, déjà ce que je fais grâce à ça, désormais les Ivoiriens, en un mot, ne jettent plus leur téléphone. Ils m'apportent quand ils ont un stock de téléphone qui ne marche plus. Donc je pense que je suis en voie de réussir ma mission première,
c'est vraiment à ma façon de diminuer tous les vieux téléphones. Donc d'assainir l'environnement. Oui. À combien se vendent les tableaux de Désiré Mounou? Non, les prix varient en fait. On peut se retrouver dans les prix et ce n'est pas le plus important pour moi, en un mot. Alors, vous avez plusieurs expositions, on va vous l'accorder. Ouais. Voilà. Alors, vous avez plusieurs expositions à votre actif, en Côte d'Ivoire comme à l'étranger, mais il s'agit principalement d'expositions groupées. Alors, à quand les expos solo? En fait, c'est une très belle question. Je vous dis merci d'avoir posé cette question. L'année prochaine, je prépare mon expo solo. Déjà, il y a une exposition au Maroc, à Tanger, à la Galerie Conil, prévue dans le mois de juin. Et aussi, je vais exposer aussi dans les musées de Paris et d'autres expositions encore en Côte d'Ivoire par le biais de M. Pépé Olivier, que j'ai rencontré par le biais aussi de M. Félin Light, qui me suit depuis Paris. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le métier que vous exercez? En fait, ça demande... C'est une technique assez spéciale, assez spécifique? Ouais, c'est ça la question. En fait, je suis unique en ce que je fais et c'est ce qui interpelle et touche beaucoup la sensibilité des Ivoiriens en un mot. D'abord parce que c'est mon pays et aux autres du monde entier. Et c'est à cause de ça que les gens me suivent un peu partout. Mais moi, je n'ai pas perçu la difficulté. Donc non, la difficulté, en fait, c'est d'abord trouver tous ces vieux téléphones-là. C'est un peu difficile dans les débuts, mais maintenant, ça va parce que maintenant, grâce à ce que je fais, tout le monde sait que quand un téléphone ne marche plus, il faut donner à une personne qui va transformer... Il s'appelle Mounou. Qui va transformer ces vieux téléphones-là en quelque chose de vraiment... extraordinaire. D'accord, des chefs-d'œuvre qui plaisent d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, le monde évolue. Au fil de votre pratique, vous voyez que ce n'est plus trop les téléphones avec des claviers, on a des téléphones avec des téléphones tactiles. Alors, est-ce que vous évoluez également dans votre métier en tenant compte de cette évolution? Oui, c'est ça. En fait, depuis 2 ans que je fais du recyclage, et j'ai évolué avec surtout l'évolution de la technologie qui va très vite. Donc, on trouve généralement très rare les téléphones avec des touches. On trouve beaucoup aussi les téléphones avec des écrans tactiles. D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui a un téléphone avec des écrans tactiles. Donc, j'insère en fait des écrans tactiles aussi dans mes nouvelles créations. D'accord. Vous avez 24 ans. Ouais. Voilà, j'ai brisé un peu le secret. Vous exercez cet art depuis une dizaine d'années, presque. Ouais. Alors, cela fait donc plusieurs années que vous contribuez à l'assainissement de l'environnement. Dites-nous combien de claviers de téléphone portable avez-vous recyclé à ce jour? En fait, depuis 2 ans, je fais le métier artistique, ça fait plus de 7 ans. Ça fait 2 ans que je fais de l'art récup. Je travaille avec des vieux claviers de téléphone et des écrans tactiles. En fait, j'ai pu avoir 30 000 à 35 000 téléphones en 2 ans. Et actuellement, chaque semaine, je reçois un stock de 700 à 800 téléphones et je continue ma démarche. D'accord. Alors, nous vous souhaitons donc une très bonne chance dans votre carrière. Merci. Alors, pour terminer, les messages clés que vous véhiculez à travers vos toiles. D'abord, je tiens à solliciter les Ivoiriens surtout et le monde entier. En fait, j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est de recycler dans la sous-région. C'est-à-dire, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'on trouve ces vieux téléphones et des écrans aussi. Je veux recycler dans d'autres pays comme le Burkina, le Mali, le Bénin, tout ça. Donc, j'ai besoin du soutien de façon, vous avez tellement de projets, mais je parlais des messages clés. Au-delà de messages à l'assainissement de l'environnement que vous véhiculez, est-ce qu'il y a d'autres messages? Si, en fait, il y a d'autres messages. En fait, en un mot, tout ce qui est d'actualité m'interpelle. Voilà, donc je travaille aussi pour le moment sur une série de tableaux qui parlent de non à la violence faite aux enfants. Et cette série-là, je vais en produire 10. Et donc à chaque moment, je change de sujet en fait. Et donc dans vos toiles, ce sont des histoires que vous racontez? Je raconte des histoires de mon environnement, de ma société. Merci beaucoup, Mounou Désiré. Merci. Et vous nous avez dit... Je vais donc le dire également aux jeunes qui nous regardent. Vous vivez bien de votre art. Vous avez d'ailleurs une société que vous dirigez. Merci en tout cas à M. Mounou Désiré d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci à vous aussi et merci à la RTI.
Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Nous vous proposons donc de ne pas jeter vos téléphones portables. Il y a ici un artiste peintre, Désiré Mounou, qui pourrait donc s'en servir pour créer des chefs-d'œuvre, des tableaux qui vont nous plaire. Et pourquoi pas, cela nous permettra donc de sauvegarder notre environnement, notre bien-être. Très belle soirée à vous. À demain 20h.